Faiza, bienvenue et bienvenue à la Compagnie des Gemmes. Tu es venu nous rendre visite aujourd'hui pour que l'on puisse parler ensemble de la plus précieuse des pierres précieuses. Le diamant. Le diamant, la pierre qui fait rêver toutes les femmes, Et notamment ma future belle-fille. Notamment au moment des fiançailles, et notamment ta future belle-fille qui est, je crois, américaine. Qui est américaine et pour laquelle... laquelle... ne doit rien arranger parce qu'elle a dû aller au cinéma et voir... Pretty Woman peut-être. Pretty Woman, entre autres, il y en a d'autres. Hein. Donc, effectivement, une femme qui rêve d'un diamant, elle rêve rarement d'un petit diamant. Elle aura tendance à rêver plutôt d'une pierre d'une certaine importance. Une certaine importance. Une certaine importance. Alors, lorsque l'on s'intéresse, sans être trivial, mais lorsque l'on s'intéresse au prix des grosses pierres, on se rend compte que quand on achète un diamant, on achète de la rareté. Et que plus une pierre est grosse, plus elle est rare et plus elle est chère au carat. L'évolution des prix, fonction du poids, ne sont pas du tout linéaires, mais complètement exponentielles. Alors, y a-t-il des solutions pour pouvoir faire face à l'achat d'un gros diamant? Il y en a une, qui est l'un des fers de lance de la Compagnie des Gemmes, qui est de faire l'acquisition, au lieu de faire l'acquisition d'une taille moderne, de faire l'acquisition d'une taille ancienne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une taille ancienne? Par rapport à une taille classique, je ne sais pas quelle est la différence. Une taille moderne. Une taille moderne. Ouais. Quelle est la différence entre les deux? Alors, une taille ancienne, c'est tout simplement une pierre qui n'a pas été taillée, qui n'a pas bénéficié, entre guillemets, des derniers progrès en matière de technique de taille, mais qui a été taillée anciennement. On commence en fait à parler de taille ancienne avant la Seconde Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale. Pour être plus concret, là, on a par exemple une broche que l'on vient de désosser de ces diamants, désosser de ces pierres, signée Chaumet, et qui est une broche qui date du début du XXe siècle. Oui. Alors sur cette broche, puisqu'elle a été fabriquée au début du XXe siècle, Chaumet n'a pas utilisé des tailles modernes, mais des diamants qui étaient taillés à l'époque, selon donc, ce que l'on appelle la taille ancienne. Alors pourquoi est-ce qu'on est en possession de cette broche? Tout simplement parce que la personne qui en hérite, le jeune homme en l'occurrence qui en hérite, avait besoin de réaliser une bague de fiançailles. Pour la réalisation de sa bague de fiançailles, il va exploiter tous les diamants d'une broche qui appartenait à sa grand-mère. On a exploité l'une des pierres pour réaliser la bague de fiançailles. Et comme il n'avait rien à faire du reste, il faut dire que le bijou est quand même un petit peu difficile à porter maintenant, hein. Voire impossible à porter maintenant. C'est quand même une belle pièce, mais bon, il faut quand même admettre. Donc pour financer en partie d'ailleurs sa bague de fiançailles, il s'est dessaisi de cette pièce-là et de ce bracelet aussi, puisque c'est aussi une pièce qui appartenait à sa grand-mère. Et donc, voilà, les diamants continuent leur vie, enfin, les diamants sont faits pour ça, ils sont faits pour passer le cap des générations. Il y a une notion patrimoniale dans un diamant. Oui, excusez-moi, je t'ai interrompu. Oui, ce que je voulais savoir, c'était donc la taille ancienne, c'est simplement parce qu'ils ont été taillés avant les années 40, c'est voilà, ça? Ouais. Mais au niveau du scintillement, de la beauté de la pierre, ça ne change rien par rapport à une taille moderne. Alors, à mes yeux, au niveau de la beauté de la pierre, ça ne change rien. Oui. Je dirais même que, tu vois, là, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 pierres. Les tailles anciennes, on les différencie beaucoup plus facilement que les tailles modernes. Je dirais que chaque pierre a son caractère. Parce que comme elles sont moins équilibrées au niveau des techniques de taille, elles sont moins lambda, si tu veux. Ah, je comprends mieux. Donc en fait, on taillait les pierres sans tenir compte de l'équilibre du diamant, c'est ça? On faisait au mieux et on avait un problème à faire quelque chose de parfaitement symétrique et parfaitement... C'est ce qui différencie par rapport aux tailles actuelles. Aux tailles actuelles. D'accord, ok. Alors, par contre, beaucoup plus de charme à mes yeux, on n'est pas forcé de partager ce point de vue-là, mais moi je trouve que le fait qu'elles aient passé le cap des générations, que ce soit des pierres de famille, des pierres historiques, je trouve ça charmant. Donc beaucoup plus de charme à nos yeux, mais pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, un peu moins de brillance. Parce que la taille moderne, tout est fait pour que l'inclinaison des facettes permette d'optimiser au maximum la brillance en réfractant un maximum de lumière. Ça, voilà. Alors, le gros avantage
au-delà donc, de ce caractère, enfin du caractère de la pierre de la taille ancienne, mais je dirais que c'est son prix. C'est qu'une taille ancienne ne vaut pas le prix d'une taille moderne, mais, et là suis-moi bien, parce que c'est un peu technique, une taille ancienne vaut ce qui sortirait d'une retaille hypothétique. C'est-à-dire que pour faire l'estimation, on intègre la déperdition de matière qu'on aurait si on retaillait, même si on ne retaille pas. Voilà. Pour être conforme aux normes actuelles de taille. Voilà. D'accord. Pour être concret, tu vois, par exemple, cette 2 carats 49, donc, qui est taillée un peu en coussin ancien, quoi. Ah, elle est splendide. Ouais, elle est sympa. Elle est, même sous son plastique, elle reste très très belle. Eh bien, cette 2 carats 49, si hypothétiquement, on ne le fera pas, hein, mais si hypothétiquement on devait la tailler en taille moderne, on perdrait à peu près un carat, quoi. Ce serait dommage. Elle est vraiment super. Voilà. Donc, premier point justifiant le prix des tailles anciennes, c'est le fait que ça ne vaut pas la valeur exacte de leur poids, mais d'un poids inférieur qui intègre la déperdition de poids liée à la retaille. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, alors pardon, excuse-moi. Oui. Le fait de les dessertir, est-ce que ça abîme la pierre? Tu vois, parce qu'elles étaient sur cette broche, ouais. C'est ça, si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que la pierre est abîmée par l'ancien montage ou pas? Non, pas du tout, parce que le diamant est... Alors déjà, c'est une broche, donc c'est un bijou qui n'est pas... c'est pas une bague où il y a des chocs, ou un bracelet où là, il pourrait y avoir plus de chocs. Mais comme chacun sait, le diamant, c'est une pierre très dure, qui peut s'égriser, on peut avoir des petits éclats, mais le fait qu'elles étaient... C'est certainement pas l'or rabattu sur la pierre qui va l'abîmer, pour répondre à ta question. Pour en terminer avec cette histoire de prix, parce que je pense que c'est là où c'est important, l'autre raison pour laquelle le diamant taille ancienne est moins cher, c'est aussi que les pierres échappent à la structure du marché du diamant. Le marché du diamant, c'est moins vrai maintenant, mais il est contrôlé encore par des géants de l'industrie minière, des De Beers et consorts. Et ce sont des gens qui, chaque année, mettent sur le marché une quantité voulue de diamants, tout simplement pour maintenir des cours, pour maintenir des prix. Hein. Donc il y a un contrôle du prix du diamant lié à la libération des stocks. Dans les tailles anciennes, en étant un peu vulgaire, je dirais que c'est l'occasion qui fait le larron. Là, on a un jeune homme qui veut se dessaisir de 2 pièces. Quand les pierres seront vendues, elles seront vendues, il n'y en aura plus. Donc, on a une structure de marché qui n'est pas du tout la même, et on a finalement une relation donnant-donnant qui est beaucoup plus évidente que quand on est tributaire des géants de l'industrie minière. Je ne sais pas si je suis clair. C'est parfaitement clair. En plus, bon, il y a une histoire pour ces pierres-là, j'imagine. Tout à fait. Souvent, ces pièces-là appartiennent à des familles aristocratiques, en l'occurrence c'est le cas, et dans ces familles aristocratiques, il y a souvent de très belles histoires qui, pour des raisons évidentes de confidentialité, restent entre le joaillier et son client, mais néanmoins la pierre n'est pas une pierre lambda, c'est une pierre qui a un passé. Qui a un passé, et puis qui n'a pas nécessité de nouvelles... c'est une pierre, on dirait écologique. Alors là, bravo, parce que j'allais y venir. Déjà, ce qui différencie l'exploitation des diamants de l'exploitation des pierres de couleur, c'est que c'est beaucoup moins bon enfant que l'exploitation des pierres de couleur. De par notre activité de négociant en pierres de couleur, on s'est rendu à peu près sur tous les sites d'extraction. Il y a certains sites, par exemple au Sri Lanka, tu te balades, la Ratnapura, chacun fait son petit trou et tout le monde va à la pêche aux gemmes. Donc il y a un côté, entre guillemets, un peu bon enfant. Dans le diamant, c'est différent. Dans le diamant, on est dans le domaine de l'exploitation minière, de l'exploitation à ciel ouvert, et il faut appeler un chat, ça fait des dégâts écologiques colossaux. Sans parler de l'aspect aussi politique, puisque si on n'est pas en exploitation primaire mais secondaire, c'est-à-dire dans les zones alluvionnaires, en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, là le diamant est souvent mêlé à des financements, tu vois ce à quoi je fais allusion. Quand on a affaire à une pierre taille ancienne, elle est déjà sur le marché depuis 150 ans.
Donc elle n'a pas impacté la nature. Donc elle est beaucoup plus écologiquement friendly, je dirais. Et c'est important, et c'est vrai que c'est important. Et celle-ci, je la trouve vraiment très belle. Oui, ne touche pas. Hein. Non, je ne touche pas. Voilà. Mais sais-tu que la bonne nouvelle, c'est qu'on va les vendre. On les a pas achetées, on les a achetées pour les vendre, pour les commercialiser, pour faire de très jolies bagues de fiançailles. Et l'heure est peut-être venue de te les présenter plus, tu m'as compris, oui. plus précisément. Plus précisément. Alors là, on a une pierre de 2 carats 49, qui, comme je disais tout à l'heure, est taillée un peu comme de forme coussin. Coussin, ça veut dire que c'est un carré avec les coins arrondis. C'est pas une forme ronde. Je vais te la mettre sur la main. Tu veux que j'enlève ma bague? Non, bah écoute, ça peut permettre aux personnes d'avoir un peu une proportion. Dans une pierre qui est bien blanche. Si on devait la qualifier en couleur, on parlerait certainement d'une pierre à chaillis, pierre blanche, quoi. Elle est très jolie. Elle a peu d'inclusions, des petites inclusions qu'on ne peut déceler qu'au grossissement 10 fois. Oui. Écoute, elle est très belle. Et alors, puisqu'on est là pour parler un peu d'argent, malgré ces 2 carats 49 quand même, pratiquement 2 carats 50 hein, oui. sur la balance, ça c'est le poids, on serait à 12 000 € la pierre. Donc 12 000 €, j'ai conscience que c'est un budget, oui, mais bon, regardons ce qu'on a en bijouterie pour 12 000 €. On a souvent... une pierre de cette taille-là, c'est exceptionnel. C'est impossible, ouais. C'est impossible. Donc il y a eu cette première pierre qui était la deuxième, là. Deux autres pierres, 1 carat 80, 1 carat 81. Une 1 carat 80 qui est assez marquée, c'est-à-dire piquée. Il y a des petits points de carbone qui n'ont pas cristallisé, d'où le prix de 3 800. Une 1 carat 81 qui est parfaitement propre, d'où le prix de 5 500. Je pourrais mettre l'une à côté de l'autre. Donc toujours sur le même objet. Tchac. Donc là, je pense que même avec notre iPhone qui nous sert de caméra, je pense qu'on arrive à voir les petites piqûres. Mais bon, le prix est très sympa, hein, puisqu'on a 1 carat 80 pour 3 800 €. Et une autre pierre à 5 500 €, beaucoup plus pure, beaucoup plus propre, comme on dit dans notre jargon de gémologue. Voilà. Je vais la mettre sur toi, ce sera plus joli que sur mes mains. Masculine. Voilà. Et là, on a 5 500. Alors, hors post-monture, bien évidemment, mais bon, après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Soit on fait un solitaire, soit on fait quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Mais bon, tout ça se chiffre au cas par cas. Et enfin, pour terminer avec cette broche, deux pierres plus petites, plus accessibles également en termes de prix. Une 1 carat 11 en termes de poids et une 1 carat 57 proposée à 3 500 et à 5 000 €. Parce que très blanche et bien propre, bien pure. Ben là aussi, on va les mettre sur ta main pour voir ce que ça peut donner. Ouais. Belle matière, hein, très... Alors ces pierres-là aussi, au niveau de la provenance, c'était pas que l'Afrique. Parfois, il y a même dans les tailles anciennes des diamants indiens, ce qu'on appelait les golcondes, qui étaient des diamants extrêmement, qui avaient quelque chose dans la matière d'extrêmement pur, d'extrêmement cristallin. Voilà. Donc 3500 pour la plus petite et 5000 € pour la 1,55. 5000 € pour celle-ci. Ouais, voilà. Elles sont très belles. Voilà. Alors, je le répète, je dirais que le gros défaut de la taille ancienne, ben, c'est sa disponibilité. Parce que tu as bien compris qu'une fois que c'est vendu, on peut se réapprovisionner. On ne retrouve jamais deux fois la même pierre. Et c'est ce qui fait aussi un peu son charme, c'est qu'on est sûr de ne pas avoir un carat de la voisine sur la main.
Alors, dans le package, on a également repris ce bracelet. On n'a pas encore désossé, donc sur lequel on va récupérer ces deux tailles anciennes demi-taille et ce diamant jaune. Alors il est entre le jaune nicotine et c'est pas un jonquille, on est bien d'accord, mais c'est un jaune qui est peut-être pas aussi désagréable que ça et qui en tout cas n'est pas du tout mis en valeur par le montage. Parce que l'avoir serti comme ça, tu vois, dans de l'or blanc, bah, ça fait ressortir la couleur sans ouais, la mettre en valeur. Sans la mettre en valeur. Qu'est-ce que tu... Celui-ci, je le verrais bien avec un montage avec des pierres jaunes autour. Pour ouais, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est ce qu'on fait souvent avec les pierres, les diamants jaunes, mais qui ne sont pas suffisamment saturés en couleur. C'est de les noyer déjà dans de l'or jaune. Dans de l'or jaune. Parce que là, ils ont mis du platine. Ouais. Enfin, ils ont utilisé du platine. C'est pas une bonne idée. Dans de l'or jaune, et puis pourquoi pas de les noyer comme ça dans un pavage tu parlais de pierre jaune, de saphir jaune par exemple. Saphir jaune un petit peu orangé, couleur or. Ça peut être très 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 joli. Donc là, pour les prix, venez nous voir en boutique. Le mieux, c'est de venir nous voir soit Place des Ternes, Compagnie des Gemmes, Place des Ternes, soit Compagnie des Gemmes, 62 rue du Commerce dans le 15e. Mais dépêchez-vous parce que je pense qu'on va les vendre. Ah oui, c'est certain. Là, on va les vendre. On va déjà t'en vendre une, j'ai l'impression. Je pense, oui. Je vais essayer de... Tu as la carte bleue de ton mari. J'ai juste mon chéquier.